savoir que on peut avoir des agents qui nous aident à accélérer la mise en service d'une usine, parce que la conception peut être réalisée en moins de temps. Bah, ça, c'est un vrai avantage, du travail du digital twin et des agents et de l'IA. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Ilaria Michelice, qui est directrice avant-vente pour l'Europe du Sud et directrice du Tech Lab chez Aveva, Aveva qui est le leader mondial des logiciels industriels. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'industrie et d'intelligence artificielle, et plus particulièrement du sujet des jumeaux numériques, ou ce qu'on appelle aussi les Digital Twins. Bonjour Ilaria, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu? Bah, très bien, merci Julien. Je suis très contente, d'être, ici avec toi aujourd'hui et donc je remercie les personnes qui nous écoutent. Eh bien, écoute, un grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de technique, de technologie, d'industrie, et on va commencer très simplement. Si tu devais expliquer à un enfant ce qu'est un jumeau numérique ou un digital twin, qu'est-ce que ça serait et comment tu l'expliquerais? Bah, c'est très bien cette question parce que c'est important de vulgariser le concept et cela rentre de plus en plus dans notre quotidien, je trouve. Donc, l'exemple que je prends toujours et je trouve quand même, percutant, c'est si on pense au Tour de France. Donc aujourd'hui, on sait que, on a sur les cyclistes un système de tracking, donc c'est installé sur le vélo. Les coureurs, du coup, on les monitore aussi sur, leur état du point de vue justement du rythme cardiaque, de l'oxygène, de l'aérodynamisme de leur virage et tout cela, il faut le mettre dans un contexte. C'est quoi leur géolocalisation? Quelle est la pente qu'ils sont en train de faire? Donc, on essaie justement de comprendre par leur façon de donner des données qui sont contextualisées, quelles sont aussi les possibilités d'amélioration. On cherche toujours à améliorer, les conditions et les résultats. Et donc si on revient, à notre expertise, qui est celle de digital twin industriel, chez Aveva, pour nous, le génie numérique est une représentation digitale et bien sûr en temps réel d'un actif, industriel, d'un système, d'un procédé. Donc il faut qu'on considère, justement l'ensemble, de tous les différents, dimensions dans digital twin. Le but, c'est de donner accès aux informations nécessaires, aux experts métiers pour nous, dans l'ensemble de leurs dimensions, à n'importe quel niveau de l'entreprise, pour des prises de décision. De même que pour le Tour de France, pour arriver à des objectifs toujours plus poussés. D'accord, donc pour le Tour de France, tu prenais, c'est un bon exemple effectivement, les coureurs sont, surveillés, ils ont des montres, des capteurs, on connaît leur rythme cardiaque, leur niveau d'oxygène dans le sang, leur vitesse, la force du vent et cetera. C'est un peu le même principe dans le monde industriel, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'on met des capteurs sur les machines, sur les outils, sur les chaînes de production, pour reconstituer en quelque sorte une version virtuelle de, cet actif, c'est ça, hein? Tout à fait. Donc c'est à partir de la data qu'on arrive à comprendre tout ce qui concerne justement l'état actuel de l'actif dans leurs opérations. Et bien sûr, le digital twin, ça fait pas uniquement partie des données en temps réel pour nous. Il y a un contexte qui est la conception d'origine, les documentations, les conditions, liées, également, aux conditions environnementales autour des actifs. Donc il y a une intelligence à prendre en compte à partir de ces datas pour voir comment améliorer les résultats opérationnels d'une usine et comment du coup obtenir des objectifs toujours plus durables pour ces usines. Donc le digital twin est la base, je dirais, qui nous aide à accéder à ces informations plus rapidement et à rendre du coup, l'approche, vraiment intelligent et je dirais vivant. On ne se limite plus à reproduire un actif, un processus, il faut qu'on considère, la contextualisation d'une part et qu'on intègre également à l'avenir également et davantage une accélération vers l'intelligence artificielle pour des analytics avancés qui permettent d'optimiser d'une part des scénarios, optimiser les performances et bien sûr, réduire les risques associés, aux changements qu'on peut, prédire. D'accord. Alors j'ai un peu travaillé sur le sujet des digital twins et une manière de un exemple concret, qu'on peut pour se visualiser un peu justement le sujet, c'est je prends souvent l'exemple du moteur d'avion en se disant: «On prend un moteur d'avion, on met des capteurs et du coup sur notre écran d'ordinateur, on peut voir un peu comment il réagit et cetera». Est-ce que tu peux me donner trois quatre exemples, de manière très concrète de digital twins, de jumeaux numériques? Qu'est-ce qu'on peut représenter
en 3D avec ces données et dans quel secteur d'activité? Bah, c'est une très bonne question parce que justement là, tu parles de 3D, mais comme je disais, c'est plus uniquement lié à une représentation, statique, les digital twins. On intègre aujourd'hui des données très hétérogènes, des données d'ingénierie, des opérations, les maintenances et le tout, il faut que ça soit sur une plateforme unique, et standardisée qui permet au-dessus après de créer, des cas d'usage qui ont du sens pour l'industrie. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence justement avec certains clients à constituer leur digital twin déjà en phase de conception. Je donne un exemple, celui de Veolia, par exemple. Veolia est client dans les domaines de l'énergie, de l'eau et des déchets, comme on connaît bien, et eux, ils travaillent déjà dans la phase des conceptions, accélérer la collaboration entre les différents, ingénieurs qui travaillent sur le projet pour réduire les temps de conception en travaillant du coup, en parallèle dans le cloud sur, une solution qui permet du coup de collaborer. Donc ça, c'est déjà un digital twin dès la phase initiale, où on a le modèle 3D, on a les documents justement, de conception, de simulation de process et cetera, et à partir de là, ce digital twin va continuer à aider dans la prise en main opérationnelle. Donc on arrive également à gagner en agilité lorsqu'on considère ces données pour améliorer, les opérations. Donc un exemple aussi très concret que je peux mentionner, c'est celui de BASF, acteur, important de la chimie. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ces digital twins pour créer un environnement qui est, je dirais, un peu, dans l'approche aujourd'hui du gaming, où ils arrivent à entraîner leurs opérateurs dans un environnement complètement virtuel, où les opérateurs, en gros, ils peuvent apprendre le métier sans avoir des risques justement associés, avec des formations totalement immersives, et ils utilisent cela avec ils ont fait cela avec plus de 600 nouveaux recrues, et bien sûr, c'est important parce que ça va attirer des nouvelles ressources. Ça devient du coup très attractif, dans l'industrie qu'on sait aujourd'hui, il perd, un peu de cette attractivité, et ça améliore tout ce qui est sécurité et erreurs justement qui deviennent du coup, dans une phase qui reste encore virtuelle avant d'aller sur les terrains et opérer. D'accord, très bien. Alors tu parlais de Veolia, c'est intéressant parce que, alors j'ai pas reçu quelqu'un de chez Veolia, mais il y a quelques semaines, j'ai reçu quelqu'un de chez Suez qui est un peu concurrent, Ah si oui. je ne dis pas de bêtises, Claire Mathieu qui est, directrice data et IA. Donc si le sujet en tout cas traitement de l'eau et des déchets vous intéresse, je vous invite, Absolument. Suez est également, un de nos clients, sur toute la ah partie d'accord, également parfait. Bon, maintenance comme ça la prédictive, boucle est donc bouclée. Super, parfait. Alors, justement dans le monde de l'industrie, Hilaria, on parle beaucoup de l'intelligence, tout est smart. On parle des smart factories, on parle de la smart grid. Est-ce que le digital twin est aussi intelligent? Et ma question, c'est surtout de comprendre comment est-ce qu'on connecte le jumeau numérique à l'intelligence artificielle? bah, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que le mot smart est devenu de plus en plus, utilisé dans le monde de l'industrie, mais cela va vraiment au-delà du du label marketing. Nous, ce qu'on fait, c'est aider vraiment nos clients à s'adapter à une nouvelle réalité, d'un monde qui est vraiment toujours plus connecté, et donc la première phase qui est fondamentale, il faut considérer c'est fait par étapes, est celle de, connecter différentes sources des données et les contextualiser. Donc imaginons, un client qui a une usine, qui fait une autre acquisition, a besoin tout de même d'avoir, une infrastructure de data avec une nomenclature qui lui est propre pour comprendre de quoi on parle, et c'est quoi la pression de telle machine. J'ai pas besoin de parler d'un capteur qui s'appelle, XY, et de voir après constituer des cas d'usage au-dessus en recherchant des informations trop complexes. Donc nous, ce qu'on aide, c'est à simplifier justement la recherche d'informations sur une infrastructure data qui est facile à comprendre et avec des données hétérogènes. Au-dessus de ça, du coup, on rajoute les analytics avancés et l'IA qui permettent d'accélérer des valeurs qui vont, de la prédiction et de l'approche justement proactive pour anticiper des comportements futurs et avoir une amélioration continue des performances, en suivi et stabilisation de la qualité des productions, et une réduction des arrêts intempestifs, grâce à une amélioration de la fiabilité, avec également tout ce qui est amélioration, de durabilité parce qu'on peut optimiser les consommations énergétiques des usines en étant guidé par l'IA dans les prises de décision, par exemple, des set points opérationnels. Donc, ce qui est fondamental, et je pense que c'est un exemple très concret que je porte, on voit par exemple Nestlé.
qui est leader dans le monde, agroalimentaire. On sait bien que dans la production, des Nesquik, et c'est un cas concret qu'on a travaillé avec eux, ils avaient également des variabilités, je dirais, de poids et de qualité. Donc on a réussi et grâce à notre solution, d'Advanced Analytics à, réduire, des 10 cette variation et à économiser du coup des 10 chaque pot produit en ayant une consistance des qualités. Donc ça permet d'avoir, un bon objectif des satisfactions clients et également, une réduction d'impact sur tout ce qui est déchets, donc durabilité et accrue. D'accord. Tu prends l'exemple du Nesquik là, donc c'est la poudre au chocolaté, hein, c'est ça? Tout à fait, oui, Donc tout et à donc vous fait. travaillez sur quoi? Sur le genre la création, le packaging ou le fait de mettre la poudre chocolatée dans le pot, c'est ça? C'est dans les conditions du coup, par exemple d'humidité et les quantités, les différents, conditions opérationnelles dans la production du Nesquik, donc dans la formule elle-même. D'accord et en quoi justement ce jumeau numérique intelligent? C'est-à-dire que vous aviez répliqué, cette chaîne de production de manière virtuelle sur un écran? Tout à fait, donc en fait, on arrive à comprendre par rapport aux données opérationnelles de la ligne de production, quels sont les set points qu'il faut remettre dans la boucle du contrôle pour pouvoir produire, une spécifique formule. Et donc, cela représente un jumeau numérique qu'on anticipe justement déjà dans la première phase d'amélioration et de la déstabilisation, mais après aussi en temps réel, parce qu'en temps réel, ça nous aide également à comprendre s'il y a des petites variations pour OK. recentrer, je dirais, le contrôle dans la bonne direction. Donc, sachant que tout cela, c'est une accélération des décisions, justement, par des décisions augmentées et ça s'applique d'une part, ça c'est un exemple dans l'agroalimentaire, mais j'ai d'autres exemples, par exemple dans le monde, énergétique, de l'efficacité énergétique. Et il y a un client qui s'appelle Acciona, qui est, leader, en Espagne dans la partie traitement de l'eau et eux, ils ont réussi du coup à améliorer les set points liés à la boucle, des racks d'osmose, donc pour vraiment, réussir à améliorer tout ce qui est cycle de 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 purification de l'eau et à réduire la consommation énergétique de 4,6 en ayant les bons set points. Alors moi j'adore ces cas d'usage. Pourquoi? Parce que je connais bien le client. Ilaria, je t'interromps un instant, tu parles de set point. Tu peux juste expliquer ce que c'est exactement? Bien sûr, j'ai fait un exemple concret. Là, on parle des pompes, de traitement. Donc, mettons une pompe en set point, c'est le point auquel il doit marcher, par exemple, au niveau de la pression, Mmh. du débit et en fait, selon les conditions, environnementales, vous pouvez bien imaginer quand on D'accord. parle, de quelque chose qui est lié également, qui est influencé par les conditions extérieures, ces set points, donc ces points de fonctionnement, ils ont leur optimum toujours, en variation. Donc, les responsables de l'usine devaient avoir des experts qui, à chaque fois, réadaptaient D'accord. l'opération selon, les conditions, du coup, basées également sur leur expérience, sur des analyses des données qui, des fois, elles sont complexes à prendre en compte parce qu'on parle parfois de centaines de variables. Et donc là, le responsable me disait une des fois je l'ai rencontré qu'enfin il pouvait dormir tranquille parce qu'aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle qui guide leurs décisions et ils ont en gros qu'à à mettre, et accepter les nouvelles consignes pour retrouver la meilleure efficacité énergétique tout en respectant les niveaux, je dirais, de production nécessaires. Est-ce que ça veut dire, si je comprends bien, que l'IA peut prendre certaines décisions de manière un peu autonome? On parle notamment de l'agentisation de l'IA. Par exemple, il fait un peu plus chaud ou il y a un peu plus d'humidité dans l'usine, du coup le capteur ressent ça et l'IA est capable de prendre les décisions d'ajuster justement ces fameux set points? On parle, justement de direction vers ce qu'on appelle, les opérations autonomes. Donc ça, c'est effectivement Mmh. une vision et aujourd'hui, on travaille sur, des projets où on a effectivement des agents qui sont entraînés à travers des simulations, on appelle des simulations what if, ça veut dire, qu'est-ce qu'il arrive s'il y a ces conditions opérationnelles sur un tel procédé? Donc, c'est quoi l'avantage? C'est qu'on peut simuler autant de cas d'usage qu'on veut, dans la situation, je dirais, dans la réalité virtuelle. Tandis que si on a effectivement un problème en temps réel, bah, on va pas forcément aller chercher à créer des problèmes nous-mêmes, on est d'accord? Du coup, les agents, ils sont entraînés, sur des conditions, je dirais même extrêmes, pour apprendre, grâce à ces nombres importants de data, à réagir en cas de variation
et qui puisse du coup être, pris en compte dans l'avenir par ces agents. Donc bien sûr, après derrière, on n'est pas forcément encore dans des applications, je dirais très diffusées. Donc c'est vraiment les premiers cas sur lesquels on travaille dans ce sens. Mais, dans le monde de l'énergie, les clients sont très, très intéressés à aller dans cette direction. Et bien sûr, ça va par étapes. Alors, l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, hein, ça fait, 50 voire 60 ans qu'on en parle, ça vient des labos scientifiques, des labos de recherche et cetera et clairement, l'industrie n'a pas attendu ChatGPT et l'IA générative pour travailler avec des outils d'IA. Ma question, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que cette bascule a changé? Qu'est-ce que l'émergence de l'IA générative a changé ou va changer dans l'industrie et dans les jumeaux numériques? Est-ce que ça veut dire qu'on peut communiquer en langage naturel avec une ligne de production, avec une usine, avec un bâtiment? Ah, absolument, ça c'est déjà possible. Donc, dans notre plateforme, dans Intelligence industrielle qui s'appelle Connect, nous avons déjà, ce qu'on appelle Industrial AI Assistant. Donc c'est un assistant d'intelligence, artificielle, qui offre en fait une interface, en langage naturel pour interroger les données industrielles de la plateforme et du coup, permettre des questions, je dirais directes. Donc un technicien, peut effectivement aller dans la page, interagir avec les jumeaux numériques et poser une question du genre: «Quelles sont les dernières anomalies de performance sur telle ou telle pompe?» ou «Quelle est la température de tel capteur, par rapport, au fonctionnement de hier?» Donc on peut faire même des comparatifs et obtenir ainsi des réponses immédiates et avoir également proposé des visualisations de ces données avec des citations de sources. Donc c'est très sécurisé aussi dans la façon d'interagir. D'accord, c'est intéressant ça parce qu'avant, il fallait physiquement aller sur place, dans l'usine, faire des relevés de capteurs, vérifier, comparer les données, chercher éventuellement les valeurs hautes, les valeurs basses, c'est ça? Alors qu'aujourd'hui, on peut interroger directement une IA qui te donne la réponse instantanément. Absolument, si les données sont remontées dans la plateforme justement, Connect, il est déjà possible d'utiliser l'assistant pour aller rechercher ces informations et donc bien sûr, nous on travaille pour, accélérer, je dirais et augmenter davantage ses capacités. Donc aujourd'hui, on peut générer des dashboards, on peut faire des analyses, même des documents. Donc mettons par exemple, un cas d'usage qui est très intéressant, c'est celui où on a besoin après d'intervenir sur un équipement. Donc on peut poser la question, de rechercher le manuel, des maintenances. Quelles sont les pratiques à mettre en place, d'inspection plutôt que d'intervention, de maintenance spécifique, pour pouvoir ensuite aller créer un ordre d'intervention et agir après sur les terrains. Donc aujourd'hui, on le fait en posant des questions, mais bien sûr, demain, on pourra créer des agents qui vont pour nous en fait travailler et faire, des surveillances en quelque sorte à notre place et nous proposer déjà des résolutions, pour, accélérer, je dirais, la résolution au final sur le terrain. Est-ce qu'une usine autonome est possible dans un futur plus ou moins proche? Est-ce que l'IA peut gérer toutes ces opérations dans une usine, ou pas? Alors soyons honnêtes, ça c'est la vision de certains et i alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, on ne va pas remplacer l'humain à 100 et il faut quand même encore quelqu'un qui a réalisé les actions d'inspection et qui continue à supporter ces décisions prises par l'IA. Parce que de toute manière, on considère que l'expertise métier, on peut l'infuser dans l'IA et c'est ce qu'on est en train de faire parce que nous on parle d'intelligence industrielle. Mais l'humain est quand même celui qui continue, je dirais, à prendre les décisions, au final et qui va du coup être augmenté et accéléré grâce à l'IA pour pouvoir du coup considérer l'IA comme une sorte de copilote, qui va l'aider à apprendre et à mettre son temps uniquement où il y a de la vraie valeur. Donc c'est surtout les actions, je dirais, un peu entre guillemets «pénibles» qu'on avait avant et réussir à le faire de façon, plus rapide. Donc c'est sans doute un accélérateur, pour pouvoir du coup se concentrer sur ce qui est, vraiment utile aujourd'hui sur l'usine. Alors, il y a des secteurs d'activité qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Je pense à l'industrie du monde de la chimie, de l'énergie, voire de l'agroalimentaire. Comment est-ce que vous traitez, le sujet de, la cybersécurité ou de la protection des données? Parce que ces données-là sont hyper importantes et j'imagine qu'il ne faudrait pas qu'elles tombent dans des mains mal intentionnées.
Parce que plus on digitalise les usines, plus on a des données disponibles. Bah, c'est un sujet qui est pour nous très critique et fondamental, hein, parce qu'il faut considérer que, nous, on a des offres justement qu'on appelle hybrides. Donc il y a encore, des clients qui aiment laisser leurs données à niveau, je dirais, du site et pour certains types d'applicatifs, cela peut encore avoir du sens. Mais il y a de plus en plus des nécessités de créer de la valeur au-dessus de cette data qui doit être rendu disponible aussi à l'extérieur. Donc plutôt qu'aller créer, je dirais, des connectivités par VPN qui ont des risques, nous on utilise les clouds et on a effectivement, la conception et la cybersécurité dès le départ qui est, pris en compte dans la conception de notre plateforme. Donc et bien évidemment, on a également toutes les certifications, de sécurité qui vont avec et qui permettent du coup de partager les données de façon, je dirais, bien en ségrégation et savoir du coup avec qui on partage, avec quel rôle et pour quel cas d'usage et pour quelle nécessité. Donc, mettons un exemple concret. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui ont besoin de partager des données qui sont liées, par exemple, à la réglementation. Donc, on ne va pas forcément aller créer un pont entre nos données locales, on-premise directement vers, je dirais n'importe quelle entreprise extérieure. Par contre, ces partages est nécessaire. Du coup, c'est le cloud qui permet aujourd'hui de façon sécurisée de faire ces partages et d'utiliser du coup la data pour aller, faire ces vérifications ou créer des cas d'usage au-dessus qui sont liés, par exemple, comme je disais, aux optimisations que l'IA permet de faire. D'accord. J'aimerais parler, un instant de souveraineté des données. Je précise qu'on enregistre cet épisode fin octobre 2025 et il s'avère que, au cours de cette dernière semaine, ces 10 derniers jours, on a AWS, donc le système de cloud d'Amazon, qui est tombé en rade pendant, plus d'une journée, si je dis pas de bêtises. Il y a 2 jours, c'est le cas d'Azure de Microsoft. Heu, Qu'est-ce qui se passe quand le cloud, tombe en panne? Où est-ce que vous hébergez vos données? Est-ce que c'est important pour vous? Et comment, en tant qu'un responsable d'usine, ou de système informatique, peut piloter ces problématiques? Donc bien sûr, nous, les solutions sont hébergées finalement sur des clouds, je dirais commerciales, mais ils ont les garanties liées au service level agreement, que Aveva fournit directement à ses clients. Donc on est responsable justement de la continuité, du service et pour nous, c'est quelque chose de très sérieux. Donc effectivement, c'est important de considérer que les données restent propriétaires des clients. Nous n'avons pas accès à leurs données et ce qui est aussi fondamental de considérer, et c'est une question qui revient à chaque fois, l'IA générative qu'on utilise n'est pas entraînée, par les données des clients. Donc, on intègre l'IA, également en ayant des partenariats effectivement avec des acteurs majeurs, sur la partie, je dirais, IA générative, mais sont entraînés par l'extérieur et surtout bridés sur les compétences industrielles uniquement. Donc, D'accord. nous Vous utilisez quel modèle d'IA? Est-ce que vous avez votre propre modèle ou est-ce que vous travaillez avec, OpenAI, Google, On travaille Mistral avec et autres? OpenIA effectivement, sur cette certaines parties justement, liées à l'assistant d'IA. On travaille également avec NVIDIA sur la partie, Autonomous Operation pour justement entraîner les modèles pour guider les fluctuations justement nécessaires, et les adaptations après en temps réel avec les scénarios dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais nous, bien sûr, on a notre expertise d'IA, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille dans l'IA, avec nos clients et on a infusé nos mêmes, solutions d'IA depuis longtemps du coup, ils sont prouvés dans le marché. Un exemple concret que je peux donner, on utilise du coup la solution de maintenance prédictive et prescriptive, comme j'ai dit depuis plus de 20 ans et des clients comme, SCG Chemicals par exemple ont mis en place un jumeau numérique qui s'appelle Digital Reliability Platform qui permet d'utiliser l'IA et les big data pour aller identifier et visualiser en temps réel dans un environnement, je dirais 3D, les différentes problématiques en cours qui sont du coup visualisées par, différentes couleurs, par exemple sur l'usine et après on peut, naviguer en temps réel dans les jumeaux numériques pour descendre jusqu'à, l'actif qui a un problème et être guidé dans la résolution. Et donc ça, c'est effectivement une interaction que nous, on a fait avec plusieurs clients où l'IA est déjà mis en place et infusée et
développé par, Aveva. Et bien sûr, aujourd'hui, dans la partie IA générative, le cœur reste quand même l'orchestrateur d'IA qui est développé par nous. Donc, on va pas réinventer, je dirais, la roue pour des IA qui sont déjà bien entraînées à l'extérieur. Après, l'expertise métier et tout ce qui est prise de décision interne à la plateforme, elle est quand même gérée par, notre propre, IA et orchestrateur, développé par nous. Toi, dans ton métier, tu es amené à côtoyer des ingénieurs, des personnes qui travaillent dans le monde de la technique, de la technologie. Qu'est-ce qu'ils disent de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils ont conscience des changements à venir, des changements qui sont en cours? Comment ils appréhendent ce sujet de l'IA? C'est vrai que cela dépend beaucoup d'une part des interlocuteurs et des fois aussi des types d'industries. Il y a des industries qui sont plus matures, hein, qui ont l'habitude, je dirais, et ils ont pris le sujet depuis plus de 10 ans. Et je me réfère effectivement au monde de l'énergie, hein, c'est beaucoup plus avancé. Mais aujourd'hui, on avance et on accélère, également dans le monde de la pharma, plutôt que le monde, comme je disais, de l'agroalimentaire, tout ce qui est également, métal, et minier. Donc, tout le monde s'y met. Et donc, il faut comprendre que si on parle à un ingénieur, par exemple, fiabilité, il voit très bien que c'est très difficile de faire un monitoring de flotte de milliers d'assets sans avoir aujourd'hui, une accessibilité à la data et au support de l'IA. Donc, pour certains métiers, ça peut être un peu une réaction difficile au début parce qu'ils ont l'impression parfois d'être entre guillemets «remplacés», mais dès ce qu'ils voient qu'il y a des résultats et qu'ils ne travaillent plus dans l'urgence et qu'ils peuvent prendre des décisions plus sereins pour préparer les interventions de maintenance, réduire les pièces de réchange plutôt qu'étendre la vie des actifs ou optimiser leurs procédés, bah, c'est là où on devient, vraiment des alliés. Et donc, moi, je viens moi-même du monde de l'industrie, donc il faut le savoir, Julien. J'ai eu les mêmes types de maux de tête, je dirais, que mes clients et cela m'aide beaucoup parce que je comprends leurs problèmes et je me projette avec eux dans ces changements parce que c'est un côté fondamental. Ce qu'on appelle le change management est vraiment un vrai sujet pour, des déploiements de succès. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux étudiants qui sont en école d'ingénieur aujourd'hui et qui, demain vont être sur le marché du travail et vont, évoluer avec, l'intelligence artificielle, que ce soit au quotidien ou non, mais elle va être là, elle va être présente. Comment est-ce qu'on rentre sur le marché du travail dans ce Je bouleversement? pense que ce qui est fondamental, c'est qu'ils restent toujours, très curieux et qu'ils suivent justement leur passion. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est quand même un sujet d'intérêt pour les jeunes recrues et c'est sûr que c'est quelque chose qui va arriver entre guillemets «naturellement» pour eux. Mais il faut regarder au-delà de l'outil et de la technologie elle-même. Il faut aller rechercher justement la compréhension des problématiques, du marché pour pouvoir l'appliquer. Donc c'est pour ça que la curiosité, pour moi, reste un atout pour les jeunes ingénieurs quand ils se mettront justement au travail, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes apprentissages à l'école que celles de la vie après, par exemple dans l'industrie. Il faut savoir justement après se débrouiller et comprendre que, tout n'est pas comme dans le livre. Du coup, c'est une flexibilité nécessaire pour pouvoir adopter les solutions et avoir, la bonne curiosité et imagination pour pouvoir après les appliquer. D'accord. ChatGPT est sorti en novembre 2022, ça a tout de suite été un carton. À quel moment est-ce que toi, tu l'as essayé pour la première fois et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as commencé à comprendre qu'il allait avoir une vague autour du sujet des assistants intelligents, de l'IA générative, de l'interaction en langage naturel? C'était quoi à ce moment-là ton état C'est d'esprit? une très bonne question. J'ai commencé, je l'ai testé la première fois, je pense il y a environ 2 ans et bah, j'étais moi-même très étonnée et on travaillait déjà sur le sujet en interne. Donc je commençais déjà à voir, une perspective du point de vue industriel. Bien sûr, c'est un accélérateur et je pense que ça ce qui reste pour moi fondamental, c'est un outil qui nous aide à accélérer dans certaines tâches, mais je reste encore, très très attachée à ma façon de penser, je dirais et de reformuler, les réponses d'un outil comme ChatGPT. Donc il faut rester critique, il faut rester intelligent dans la façon de prendre ces genres d'outils, ça c'est sûr et c'est pour ça que, je pense que ça soit, dans la vie quotidienne
plutôt que dans l'industrie, il faut voir ça comme un allié, un accélérateur et considérer que notre expertise et nos émotions restent quand même, un point fondamental dans notre façon après d'appréhender les problèmes et les résoudre. D'accord. Ah, peut-être une dernière question sur le sujet du digital twin, du jumeau numérique. Je comprends bien qu'avec l'IA, on assiste à un vrai bond en avant. Ça va être quoi le futur du digital twin? À quel point il peut, se confondre avec le réel quelque part et comment tu vois les choses évoluer? Alors, c'est sûr que le jumeau numérique deviendra, au fur et à mesure, le centre des décisions stratégiques. Pour moi, il faut qu'on considère qu'on va plus forcément travailler de la même façon qu'avant. Avant, on allait peut-être les rechercher, passer énormément de temps même à rechercher les informations ou devant des écrans. Aujourd'hui, on aura une anticipation, je dirais, des décisions qui est déjà faite en quelque sorte par le digital twin et du coup, il nous aidera à mieux appréhender, je dirais, et travailler même en exception. Et je parle d'exception, pourquoi? Parce qu'on n'aura pas besoin de tout vérifier. On pourra travailler uniquement lorsqu'il y a besoin de faire certaines actions et du coup d'être aidé à aller passer notre temps uniquement là où il y a, un réel, besoin. Et donc un accélérateur comme je disais tout à l'heure et en même temps, un gros besoin je dirais de permettre à travers l'IA et les jumeaux numériques également d'accélérer les besoins du futur, au niveau du marché industriel. Je pense par exemple, aux besoins, énergivores qu'on a à l'avenir et savoir qu'on peut avoir des agents qui nous aident à accélérer la mise en service d'une usine, parce que la conception peut être réalisée en moins de temps, bah, ça c'est un vrai avantage, du travail du digital twin et des agents et de l'IA. Savoir qu'on peut, réduire, les changements opérationnels qui causent des problèmes et du coup qui puissent également mieux faire, coopérer les nouvelles énergies comme les énergies renouvelables et les nouveaux types d'applicatifs, je dirais énergétiques avec les anciens, bah, ça c'est une façon également d'aller équilibrer notre réseau et d'avoir du coup plus de disponibilité pour, les nouveaux data centers, hein, qui sont, effectivement un gros besoin également par l'IA sur toutes les applicatifs. D'accord, parfait, très bien. Ben, merci beaucoup, Hilaria. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. Est-ce que tu es prête? D'accord, oui, j'y suis. Alors, en attendant d'écouter la tienne, je vais te laisser écouter celle de Rémi Demichelis, qui est journaliste et écrivain. On écoute sa question. Eh bien, j'aimerais lui demander quelle est la question qu'il aimerait qu'on lui pose. Ah oui, t sans doute, c'est l'importance justement de, l'expertise métier à côté de l'IA. Et quelle serait ta réponse? Ah, si, effectivement. Donc la réponse pour moi reste, un point fondamental. L'expertise métier reste pour moi au cœur, du développement, des l'IA du futur et de l'autre également de la prise des décisions. Donc il reste pour moi, le cœur parce que bien sûr, moi-même je viens du métier industriel et je considère que, l'IA sera également un accélérateur dès la prise, je dirais de, dès la prise d'expertise du futur, parce qu'on a accès à des informations de façon beaucoup plus simple. Mais après, ça sera quand même l'humain qui aura besoin d'être prêt à continuer à cumuler cette expertise. Donc le fait que, on a un monde qui s'ouvre à nous, il faudra quand même que ça soit encore saisi par les jeunes du futur et du coup pour moi, c'est pour ça que je trouve cette question fondamentale. Il ne faut pas qu'on néglige, et qu'on considère qu'on doit devenir entre guillemets, un peu flemmard, parce que quelqu'un d'autre, aura cette expertise pour nous. Non, il faut quand même continuer, comme je disais tout à l'heure, à rester curieux et à absorber ces nouvelles compétences tout en étant accompagné. Parfait, très bien. Eh ben, c'est noté. Alors, à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Ah, ma question, moi ce que je voudrais savoir pour le prochain invité, c'est quel rôle dans l'industrie vous pensez que l'intelligence artificielle ne pourra pas couvrir d'ici 5 ans? Ok, parfait, c'est très clair. Eh bien, merci beaucoup de ta participation. Hilaria, je rappelle que tu es directrice avant-vente chez Aveva. Merci d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi Julien, c'était un vrai plaisir.
Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.